je trouve peut-être aucun client, un client, deux clients, trois clients, etc. Donc, c'est l'aléatoire. Donc là, je vais vers une expérience aléatoire. Donc là, par exemple, si je fais une expérience aléatoire, c'est pour trouver quelque chose. Par exemple, j'aimerais bien trouver la probabilité que la pièce tombe sur pile. Par exemple, aussi, j'aimerais bien, je vais faire l'expérience, je vais aller à la poste, voir quelle est la probabilité de trouver aucun client en attente. Voilà. Donc, c'est des événements qui sont aléatoires. Donc, tout ça se calcule à partir des probabilités. Mais avant de calculer les probabilités, il faut donc définir c'est quoi une expérience aléatoire. Alors, donc, on appelle expérience aléatoire une certaine action que si l'on répète plusieurs fois dans des conditions identiques, regardez, c'est des conditions identiques. Quand je vais pour trouver, par exemple, j'aimerais bien savoir, aller à la poste et voir combien il y a de clients, donc je vais toujours dans cette poste. Donc, par exemple, je vais dire à 8 heures, il y a aucun, à 9 heures, il n'y a aucun client. Donc, toujours dans la même poste, parce qu'il ne faut pas changer la poste. Hein. Dans des conditions identiques, dans les mêmes conditions, elle aura plusieurs résultats possibles. Donc, quand même, à cette heure-là, je pourrais trouver 0 client, un client, etc. Donc, on pourra avoir plusieurs résultats possibles. Voilà. Alors, on peut distinguer les cas possibles des cas favorables, c'est-à-dire des cas que l'on veut obtenir. Alors, par exemple, les cas favorables, c'est le cas que je veux obtenir. C'est-à-dire, j'aimerais bien que ma pièce tombe sur pile. Donc, c'est un cas favorable. Si j'aimerais bien calculer la probabilité d'avoir dans une poste aucun client. Donc, aucun client, c'est un cas favorable. Et les cas possibles, c'est tous les cas possibles. Donc, par exemple, dans une pièce si je lance une pièce de monnaie, ça tombe soit sur pile ou bien face. Donc, ça, c'est tous les résultats possibles de l'expérience. Donc, soit pile ou bien face. Dans une poste, je pourrais trouver aucun client, un client, deux clients, trois clients. Tout ça, c'est des cas possibles. Mais mon cas favorable, c'est obtenir, c'est-à-dire quand j'arrive, j'aimerais bien trouver aucun client. Moi, c'est un cas favorable. Voilà. Alors, donc, vous avez compris c'est quoi une expérience aléatoire. Donc, une expérience, on fait une expérience et on regarde les résultats possibles de cette expérience. Alors, maintenant, on passe à l'ensemble fondamental. C'est quoi un ensemble fondamental? Alors, un ensemble fondamental, c'est quoi? C'est un ensemble qui regroupe tous les résultats possibles. Par exemple, si je lance une pièce de monnaie, donc l'ensemble, soit c'est pile ou bien face. Donc, tous ces résultats possibles, on les met dans un ensemble qu'on appelle oméga et on appelle ensemble fondamental. Donc, tous les résultats possibles de l'expérience, on les met dans oméga. Et donc, l'ensemble de tous les résultats possibles, c'est en fin de compte euh, qu'on appelle ensemble fondamental. Voilà. Donc, l'ensemble. Donc, déjà, on parle d'ensemble. Donc, c'est un peu d'algèbre. Donc, vous allez voir qu'on va utiliser les éléments de toutes les définitions de l'algèbre. Hein. Donc, déjà, on a commencé par l'ensemble. Alors, l'ensemble oméga qu'on appelle comme ça, on le note tout le temps, c'est une notation qu'on appelle ensemble fondamental ou bien l'ensemble de tous les résultats possibles. On les met toujours dans oméga. Alors maintenant, un élément oméga de oméga. Donc ici, c'est comme si on avait un ensemble E et l'élément qui appartient à E. En général, on mettra X appartenant à E. Alors maintenant, pour différencier, parce qu'on avait dit au départ, il faut avoir un langage probabiliste. Un langage probabiliste, donc là, les algébriques, ils ont un langage, les gens qui font analyse, ils ont un langage, et nous, les probabilistes, on a un langage. Donc, au lieu d'écrire un X qui appartient à E, on va mettre oméga qui appartient à oméga. Alors, ce oméga est appelé résultat élémentaire. Donc, par exemple, si je prends oméga comme expérience, pile, je jette une pièce de monnaie, donc je lance une pièce de monnaie, ça donne pile face. Pile face, c'est tout ça, on appelle ensemble fondamental. Donc, oméga est égal, on ouvre la parenthèse, c'est un ensemble, donc pile face. Alors, si je dis pile, alors pile, il appartient à oméga. Alors, le pile, qui est en pile, donc c'est un événement d'un résultat élémentaire.
Donc, et résultat, j'ai dit un résultat élémentaire. Donc, toutes les parties de oméga sont des événements donc, élémentaires. Alors maintenant, un autre. Alors maintenant, on avait dit oméga, c'est un élément. Alors, un événement est un résultat possible d'une expérience aléatoire. Donc, un événement est un résultat possible d'une expérience aléatoire. Donc, par exemple, je lance une pièce de monnaie. Donc, ça donne pile ou bien face. Alors, l'événement que j'obtiens un pile veut dire que c'est un événement. Donc, qu'on appelle en arabe haditha. Donc là, quand je lance une pièce de monnaie, ça donne pile face. Et donc, si j'obtiens pile, donc c'est un événement. Donc, c'est un événement. Si je lance une pièce de, si je lance un dé, donc ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, si j'obtiens 1 ou la 2, si j'obtiens 1, c'est un événement élémentaire. Donc, c'est un événement. Voilà. Alors, on dit que cet événement est réalisé, est aléatoire lorsque lorsque sa réalisation est soumise au hasard. Donc, c'est un événement effectivement aléatoire. Quand je lance une pièce de monnaie, ça tombe soit sur pile ou bien face. Bon, mais là, j'ai obtenu pile. Et donc, effectivement, c'est un événement. Et aussi, il est aléatoire, parce qu'il est rigide de l'aléatoire. Je ne l'ai pas trouvé déterministe, je ne l'ai pas calculé. Donc, c'est j'ai lancé et ça tombe comme ça, aléatoirement, donc, on dit, par définition, c'est un événement. Alors, exemple. Donc, obtenir un 5 en lançant un dé. Effectivement, c'est un événement. Donc, j'ai obtenu un 5 lorsque j'ai fait une expérience aléatoire. L'expérience aléatoire, c'est le jet d'un dé. Donc, j'ai lancé un dé et donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, effectivement, le 5 est un événement aléatoire. Amener face en lançant une pièce de monnaie. Donc, aussi une pièce de monnaie. Je veux dire que c'est un événement. Donc là, donc les expériences, donc les exemples ici, donc c'est des événements. 5 est un événement. Donc, obtenir 5 en lançant un dé, c'est un événement. Amener face en lançant, donc regardez, il y a derrière ça, on a obtenu et en lançant un dé. Donc, il y en a deux choses. Il y a lancer un dé, c'est une expérience. Les résultats d'une expérience, c'est un événement. Donc, le 5, c'est un événement. Donc, ici, amener face en lançant une pièce de monnaie. Donc, elle est décomposée par face et en lançant une pièce de monnaie. L'expérience, c'est en lançant un dé, lançant une pièce de monnaie. Le résultat de cette expérience aléatoire, parce que cette expérience aléatoire, donc, on lance un dé, donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, en lançant une pièce de monnaie, donc ça donne pile ou bien face. Et donc, ça, c'est tous les événements d'une expérience aléatoire qu'on appelle oméga, qui est l'ensemble fondamental. Et amener un 5, amener face, veut dire qu'on a obtenu un événement, un résultat. Donc, un résultat, lorsqu'en lançant une pièce de monnaie, j'ai obtenu face, face, c'est un événement. Alors, les notations. Bon, comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, chacun a son langage. Chacun a son langage. Donc, chaque spécialité a son langage. Algèbre a son langage. Les gens qui font analyse, ils ont leur langage. Et nous, les probabilistes, on a un langage. Alors, on va commencer. Donc, comme je vous ai dit, donc il faut connaître le langage des autres pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir communiquer, etc. Donc là, on va donner donc les définitions de notre langage. De notre langage qui est probable. Alors, donc un événement doit toujours être défini avec précision. Donc là, un événement veut dire que j'ai un événement, j'ai obtenu un 5. Il est bien précis.
L'ensemble de tous les résultats possibles, on le note oméga, comme je vous ai dit, est appelé ensemble fondamental. Donc, on a déjà oméga, qui est l'ensemble fondamental, où on va mettre tous les éléments. Par exemple, quand on lance une pièce de monnaie, c'est 1, 2, 3, pardon. Une on va mettre pile face, et on la ferme. Alors, les événements sont des parties des sous-ensembles de oméga, sont notés A, B, C. Donc là aussi, en langage probabiliste, on va faire donc les ensembles. Donc la première partie de l'alphabet, vous allez voir, A, B, C, donc en majuscule et non pas en minuscule. Donc il faut bien préciser bien les événements. Donc en général, on les note par majuscule et on note quand on veut modéliser quelque chose, une expérience aléatoire par des événements. Donc, on va utiliser l'alphabet à la première partie de l'alphabet. Et pourquoi pas la deuxième partie? La deuxième partie, vous allez voir qu'on va la laisser pour modéliser les variables aléatoires. Donc là, tout ce qui concerne les événements, c'est des sous-ensembles. C'est des sous-ensembles ou bien les parties d'oméga. Alors, exemple. Alors, en lançant un dé, l'événement A, le numéro 5 apparaît et dit élémentaire. Voilà. Donc, A, on va mettre, on veut nous voir, donc c'est un sous-ensemble, donc c'est entre accolades. Donc, A est un événement. Donc, l'événement, on les note par la première partie de l'alphabet. Alors, quand on dit on lance un dé, le numéro 5 apparaît, sans A. Hein. Le numéro 5 apparaît. Et donc, on va mettre grand A est égal entre accolades 5. D'accord? Donc, tout événement est modélisé par la première partie de l'alphabet et donc entre accolades pour représenter un ensemble. L'événement B. Regardez. Donc là, je mettrai, je pourrais ne pas mettre B, c'est à vous de le mettre. Alors, l'événement, un nombre impair apparaît. Donc, un nombre impair apparaît, c'est un événement. Mais cette fois-ci, le nombre impair apparaît dans un lancer d'un dé, donc ça donne 1, 3, 5. Ça, c'est le nombre impair. Donc, je sois B, je mettrai, puisque les événements sont notés par l'alphabet. Donc, on avait dit donc les événements sont notés par l'alphabet. Donc, A, B, C, donc là, c'est B égale 1, 3, 5. Alors, donc, on va distinguer deux événements. Des événements qu'on dit élémentaires, ils sont constitués d'un seul élément. Et les événements composés, oh là, alors, les événements composés, ils sont donc constitués de plusieurs événements. Alors maintenant, soit une expérience aléatoire. Voilà. Comme je vous ai dit, alors espace probabilisable. Alors, donc ici, espace, donc là, c'est toujours pour définir l'espace probabilisable. Hein. Alors maintenant, soit une expérience aléatoire. Donc on a une expérience aléatoire. On peut identifier un événement aléatoire grand A avec une partie de oméga, dont les éléments réalisent le A. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, dans une expérience aléatoire qui est lancée d'un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Alors, le A, donc, avoir un point impair, 1, 2, 3. Alors, si je dis 3, veut dire que A est réalisé, parce qu'il appartient à A. Donc, tout élément de A, on les a, donc, quand je dis X appartient à A, veut dire que A est réalisé. Si maintenant je trouve, par exemple, 4 n'appartient pas à A, et donc, quand je dis le A n'est pas réalisé. Alors, l'ensemble de tous les événements et l'ensemble de tous les sous-ensembles de oméga, c'est l'ensemble des parties d'oméga. Alors, l'ensemble de tous les éléments, de tous les sous-ensembles de oméga, c'est en fin de compte l'ensemble des parties d'oméga. Donc, effectivement, l'ensemble de tous les éléments, tous les événements de A sont tous les sous-ensembles. Hein. Donc, l'ensemble de tous les événements. Alors, comme je dis tous les événements de A, donc ça dépend oméga, soit c'est pile ou bien face ou bien pile face, etc. Effectivement, c'est l'ensemble des parties d'oméga. Parce que si je prends oméga égale pile face, l'ensemble des parties d'oméga, c'est pile, seul, ou pile, ou bien face. Et l'ensemble des parties d'Yalha, c'est pile, face et pile face. Et l'ensemble vide et l'oméga. Ce sont tous les parties. L'ensemble vide, ça veut dire aucun. On n'a pas. Vous allez voir, on va noter tout de suite. Alors, de la même façon, donc jusqu'à présent, on a vu A, oméga qui appartient à A. Si oméga appartient à A est réalisé. Alors maintenant, oméga, c'est l'ensemble fondamental. Alors, un événement est dit certain s'il arrive nécessairement. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il va arriver. Là, c'est un événement certain. On est dit sous-ensemble de oméga. Donc, et A oméga. Donc, c'est un sous-ensemble de oméga. On note oméga. Donc, si maintenant, un événement qui serait sûr, donc par exemple ici, sûr qu'il ne va pas pleuvoir, c'est très, très, très beau. Donc, sûr qu'il ne va pas pleuvoir. Donc, c'est un événement certain. Alors, un événement est dit impossible s'il n'arrive jamais. Ça veut dire maintenant, je vais dire qu'il va pleuvoir tout de suite. Impossible. Donc, c'est un événement impossible. Alors, on l'identifie au sous-ensemble vide. Donc, on va le mettre ensemble vide. Donc, un événement sûr de nous, c'est grand oméga. Et un événement qui n'est pas sûr, on ne note pas ensemble vide. Donc, il y en a deux. Jusqu'à présent, on a appris deux. On a l'oméga, qu'on appelle événement certain, et l'ensemble vide, c'est un événement impossible. Voilà. Donc, il y en a deux événements jusqu'à présent, l'événement certain et l'événement impossible. Alors, maintenant, on va vers, donc déjà, regardez, on a des oméga, des ensembles vides, ça fait partie, donc, l'ensemble, tout l'ensemble, c'est, pour nous, c'est certain. Et l'ensemble vide, pour nous, probabilistes, veut dire que c'est un événement impossible. Donc, on identifie, on le donne, on identifie. Ensemble vide, on l'appelle pour nous, c'est un événement impossible. Alors, il y a un autre événement là aussi. On va expliquer l'implication qui va nous intéresser dans les applications des programmes. Alors, un événement A implique un événement B. Si chaque fois que A est réalisé, alors B est réalisé. Donc, si maintenant A est réalisé, alors B est réalisé. Donc, effectivement, quand je dis, par exemple, A est inclus dans oméga, A est inclus dans oméga. Donc, si je prends un appartenant, si j'ai oméga qui est l'ensemble fondamental qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si je prends 1, 2, 3, 4, 6, dans le pair par exemple, 2, 4, 6, il est inclus dans oméga. Donc, si A est réalisé, automatiquement, oméga est réalisé. Donc, il y a aussi donc, le B, par exemple, je ne sais pas, donc il y a des relations aussi A, c'est-à-dire si je prends des éléments, donc c'est la définition même d'une inclusion. C'est tous les X qui appartiennent à A, alors X appartient à B. Donc, effectivement, si oméga appartient à A, veut dire que A est réalisé. Implique oméga appartenant à B, veut dire que B est réalisé. Parce qu'on avait dit, dès que
un oméga, un élément qui appartient à A, veut dire que A est réalisé. Donc, si je prends oméga appartenant à A, veut dire que A est réalisé. Si maintenant je prends un oméga qui n'appartient pas à A n'est pas réalisé. D'accord. Alors, on passe maintenant l'événement contraire, voilà, qui est très important. Alors, l'événement contraire. Alors, l'événement contraire. Alors, le contraire d'un événement A, on le note non A. Non A ou bien A bar. On le note A complémentaire pour dire complémentaire. Et on le note aussi A bar. Et A bar, en fin de compte, c'est tous les éléments qui lui appartiennent, c'est la définition même ensembliste. C'est tous les éléments qui appartiennent à oméga et qui n'appartiennent pas à A. Alors, qui est réalisé. Donc, effectivement, si je prends oméga appartient à A complémentaire, veut dire que oméga n'appartient pas à A. Ça veut dire si oméga n'appartient pas à A, si oméga appartient à A complémentaire, veut dire A complémentaire réalisé. Maintenant, si oméga appartient à A complémentaire, le A complémentaire est réalisé. Maintenant, si oméga appartient à A complémentaire, veut dire que oméga n'appartient pas à A. Si oméga n'appartient pas à A, veut dire qu'il n'est pas réalisé. Alors, la définition, donc on dit, ce A complémentaire est réalisé si seulement si A n'est pas réalisé. N'est pas réalisé. Donc A complémentaire, si elle est, si A bar est réalisé. Donc, c'est bien la définition. Alors, maintenant, l'événement, maintenant, on va donner la définition de l'interprétation probabiliste de l'intersection. Alors, on va donc ici, pour l'indépendance probabiliste, pardon, pour l'intersection, on va expliquer l'intersection en tant que proba. Alors, l'explication de l'intersection en probabilité veut dire la chose suivante. Veut dire que si oméga appartient, donc si maintenant j'écris oméga appartient à la définition de l'intersection, si je prends oméga appartient à A inter B, veut dire que A inter B est réalisé. Voilà. Alors, la définition dit ma chose suivante en algèbre, si X appartient à inter B, veut dire que X appartenant à A et X appartenant à B. Donc, si X appartenant à A, ça veut dire que A est réalisé. Et X appartenant à B veut dire que B est réalisé. Alors, donc, on va dire si A et B réalisé, si seulement si A est réalisé et B est réalisé. Voilà. Donc, l'événement A et B est un événement. Si on se donne A et B, deux événements, qui est réalisé, si A et B sont simultanément réalisés, alors A et B, je parle de et, hein. Alors, le et en intersection qui explique l'intersection. Alors, A et B est réalisé si A et B sont simultanément réalisés. Ça veut dire A est réalisé et B est réalisé. Donc, si l'intersection est réalisée, veut dire A est réalisé et B est réalisé. Donc, les deux en même temps. Alors, maintenant, en tant que sous-ensemble d'oméga, c'est l'intersection de A et B. Donc, l'intersection de A et B veut dire les deux sont réalisés, deux événements A et B sont réalisés, si A est réalisé et B est réalisé. Donc, si on dit A et B sont simultanément réalisés, veut dire qu'on parle de l'intersection. Veut dire A et B, A inter B est réalisé. Donc, A, quand je dis en tant que définition, donc l'intersection est réalisée, ou bien on va dire A et B sont simultanément réalisés. Donc, on le note par A inter B. Donc, A et B sont simultanément réalisés, on le note par A inter B. Alors, deux événements A et B sont incompatibles.
incompatibles. Donc, c'est une définition, il faut bien la comprendre. Sont incompatibles s'ils ne peuvent être réalisés simultanément. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir les deux en même temps réalisés. Alors ici, quand je dis les deux sont réalisés, alors A inter B peut ne pas être d'ensemble vide. Hein. Alors maintenant, si ils sont incompatibles, donc ils ne se réalisent pas en même temps, donc on ne peut pas avoir les deux en même temps, veut dire que leur intersection est égale à ensemble vide. Alors deux événements A et B sont incompatibles, donc on a toujours dans des séries d'exercices, on dit A et B sont des événements incompatibles. Et quand je dis incompatible, on va dire leur intersection égale ensemble vide. Donc c'est une définition probabiliste. Alors A et B sont incompatibles si on a l'intersection est égale l'ensemble vide. Donc, il ne faut pas confondre entre les deux sont réalisés hein, en même temps, c'est inter B, mais on ne sait pas si c'est pas l'ensemble vide. Hein. Donc, les deux sont réalisés à inter B. Donc, c'est ça, c'est la définition d'intersection. Alors maintenant, les deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas être réalisés simultanément. Alors que là, A et B sont réalisés simultanément. Les deux sont réalisés simultanément. Alors ici, ne peuvent être réalisés simultanément. D'accord? C'est comme si on avait deux amis, bon là, je peux ne pas, je laisse. Donc là, par exemple, on lance, donc là, par exemple, hein, on lance un dé, hein, donc on a un dé, donc les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, donc, je lance et je dis que 1 et 2 sont réalisés en même temps. Impossible. Quand je lance un dé la première fois, soit ça tombe sur 1 ou bien 2. Elle ne peut pas tomber sur 1 et 2 en même temps. Donc, ça, c'est un événement impossible. D'accord? Donc, par exemple, je tire dans une urne, il y a deux couleurs, blanche et noire. Donc, je tire je tire le premier tirage. Donc, soit c'est une blanche ou bien une noire. Hein. Donc là, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc, c'est des événements qui ne se réalisent jamais. Hein. Donc là, c'est pour expliquer l'incompatibilité de deux événements. Alors maintenant, l'événement A ou B. A ou B, donc jusqu'à présent, on a vu l'événement qui se réalise en même temps, A et B. Quand je dis A et B, veut dire que les deux événements sont réalisés en même temps. Si maintenant l'intersection égale l'ensemble vide, veut dire qu'ils sont incompatibles, ils ne se réalisent pas en même temps. C'est impossible d'avoir les deux qui se réalisent en même temps. Alors maintenant, ici, on va vers l'union. Alors, l'union, c'est ou bien. Donc, ou bien. Donc, l'union, c'est ou bien. Alors, l'union, c'est ou bien. L'union, donc, c'est ou bien, soit c'est A qui est réalisé, ou bien B c'est réalisé, ou bien les deux sont réalisés. J'en sais pas. Donc, soit c'est réalisé, A est réalisé, ou bien B est réalisé, ou bien les deux sont réalisés. Donc, ce n'est pas le ou exclusif. Hein. C'est-à-dire A est réalisé seul et B est réalisé. Donc, A et B sont réalisés. Donc ça, c'est que A qui est réalisé, ou bien B qui est réalisé, ou bien les deux qui sont réalisés en même temps. Voilà. Donc, la réunion, c'est en fin de compte, c'est A ou B. Alors, donc, jusqu'à présent, on a vu. Voilà. Donc là, on va en mettre vers. Tout ça, c'est des notions élémentaires, des notions de probabilistes. Alors, je mettrai Pascal. Et on va. Voilà. Alors, maintenant, chapitre 3. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là.
Alors, c'est pas celui-là, donc là, c'est la case. Et, voilà. Donc maintenant, c'est toujours, le but, c'est toujours, le problème, c'est le calcul. Maintenant, je vous ai dit, donc notre but, c'est trouver l'ensemble de départ de la fonction pour définir la nouvelle fonction qu'on appelle proba. Donc, la première des choses, on va définir c'est quoi un système complet d'événements. Alors, soit oméga, l'espace des événements associés à une épreuve, donc toujours on a une épreuve, une expérience aléatoire. Et donc, les événements, puisque je vous ai dit que les événements sont modélisés par la première partie de l'alphabet, et comme c'est une suite d'événements, on va écrire A1, A2 jusqu'à A1. Donc, soit cette suite d'événements A1, A2, A1, liés à une expérience, forme un système complet d'événements. Alors, je pense que vous avez déjà vu ce système complet des événements. Si on a les intersections 2 à 2 sont disjointes, hein, donc on a le AI, bien sûr, on a les événements qui ne sont pas des événements impossibles, donc différents de l'ensemble vide, et que les AI se forment, donc je suis en train de donner la définition d'un système complet. Hein. Donc on se donne donc un rappel pour quoi un système complet. Donc vous avez déjà vu ça en probabilité en première année, je pense, début. Alors, donc, il faudrait que leur intersection est égale à l'ensemble vide de A2 et que l'union, ça donne oméga. Donc, ce genre de système complet, on le voit dans la formule de Bayes. Lorsque vous avez deux machines qui fabriquent des pièces défectueuses et non défectueuses. Donc, par exemple, on a deux machines, A1 et A2, sont deux machines distinctes. Et ils fabriquent des machines, donc c'est des pièces défectueuses et non défectueuses. Là aussi, ça provient. Donc, ils fabriquent les deux des pièces. Voilà. Et donc, effectivement, une pièce qui est dans A1 ne peut pas être dans A2. Donc, c'est pour ça qu'on mettra l'intersection égale ensemble vide. Et qu'effectivement, l'union, ça donne oméga. Donc, on travaille sur les deux machines. Donc, c'est A1, union A2. Union A2. Alors maintenant, algèbre, donc on va donner, je vous ai dit, notre problème, c'est donner construire l'ensemble de départ hein, d'une probabilité. Alors on va commencer, c'est quoi? L'algèbre des événements. L'algèbre d'événements. Sur oméga, et puis il y a sigma algèbre. Alors on va mettre une algèbre, donc une algèbre, donc alors, une algèbre est définie sur donc là, si je dis, bon là, c'est l'ensemble fondamental, donc là, c'est des petits rappels, si A est inclus dans oméga, je veux dire, A appartient à l'ensemble des parties d'oméga. Si oméga est fini, alors cardien de oméga, si cardien de oméga est égal à n, alors l'ensemble des parties de 2 puissance n, ça c'est vu. Donc là, c'est déjà vu, c'est élémentaire, donc là, c'est des petits rappels. Alors, définition, on va donner la définition d'une algèbre. Alors, une algèbre, donc on va se donner un oméga, toute famille, bien sûr, non vide, donc des parties non vides, de A de oméga, tel que
Donc, alors, l'algèbre, elle est définie de la façon suivante. Il faut que oméga, l'ensemble fondamental, appartienne à cet ensemble, et que si A est réalisé, alors A bar, donc si A est dans A, dans cet ensemble, le A bar, il est toujours dans cet ensemble. Donc, pourquoi on a besoin de ça? Parce que si on va définir la fonction, si elle est définie dans A, il faut que le A complémentaire y est. Hein. Et donc, il faut que le A complémentaire appartienne à A. Sinon, je ne pourrais pas appliquer. C'est comme si non, f de x, si x appartient à un domaine, si x appartient au domaine de définition, par exemple, si on a un domaine de définition 2, 4, par exemple, je prends un ensemble à 2, 4, si je prends 2 appartient à ce domaine de définition, je pourrais calculer f de 2. Si 2 n'appartient pas au domaine de définition, je ne peux pas calculer f de 2. Donc, si A appartenant à A, il faut que A bar appartenant à A. Vous allez voir, je vais expliquer ça après. Hein. Alors, de la même façon, si A et B appartenant à A, l'union aussi appartenant à A. Et l'intersection appartenant à A. Donc, tout ça, il faut dire qu'une algèbre, donc, elle doit vérifier les trois conditions. Donc, l'oméga appartenant à grand A, si A appartenant à grand A, alors A bar appartenant à A, si A et B appartenant à A, alors l'union appartenant à A et A inter B appartenant à A. Donc, c'est des définitions qu'il faudrait les appliquer pour montrer un tel ensemble est une algèbre. Alors, donc, les propriétés qui découlent de la définition. Alors, on va tout d'abord, toute réunion finie d'éléments de A est dans A. Donc, on a oméga qui appartient à A, il faut que oméga appartienne à A, un événement certain appartenant à A. Si appartenant à A bar appartenant à A, donc tout ça, c'est pour définir la proba. C'est pour définir l'ensemble de départ de la fonction proba. Alors, l'algèbre la plus simple, c'est l'algèbre de Boole. Alors, l'algèbre la plus simple, c'est celle-là. Est une algèbre sur oméga. Pourquoi? Premièrement, voilà, les définitions. On va utiliser les définitions. Alors, pourquoi c'est une algèbre? Il faut l'oméga appartenant à 1. Voilà. On a bien l'oméga appartenant à 1. Il faut que si je prends un qui appartient à cet ensemble, il faut que le complémentaire appartienne. Donc, si je prends le complémentaire, alors, maintenant, regardez tous les éléments de A. Je vais prendre l'ensemble vide. Alors, l'ensemble vide sans complémentaire, c'est oméga. Donc, il appartient à A. Si je prends oméga, son complémentaire, c'est l'ensemble vide. Il appartient à A. Donc, effectivement, si A appartenant à A, le complémentaire appartenant à A. Donc, regarde tout ça. Effectivement, l'ensemble vide sans complémentaire, c'est oméga, ça appartient à A. Et le complémentaire de oméga, c'est l'ensemble vide, et il appartient à A. Et que l'union appartenant à A. Regardez. L'ensemble vide union oméga, ça donne oméga. Et l'intersection, aussi appartenant à A. L'ensemble vide inter-oméga. Donc, c'est l'ensemble vide. Donc, ça appartient à A. Donc, effectivement, 1, 2, 3 sont vérifiés. Et donc, A est une algèbre. Et on l'appelle algèbre sur oméga. Ou bien l'algèbre de Boole. Ou bien l'algèbre de Bernoulli. Non, l'algèbre de Boole. On appelle l'algèbre de Boole. Hein. C'est l'ensemble vide et oméga. Alors, une deuxième algèbre qui est très importante, c'est l'algèbre de Bernoulli.
Et vous allez voir, dans un mois, dans un mois, on va étudier la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli. Donc, l'algèbre de Bernoulli, c'est vrai-faux. Voilà. Donc, A est une partie de oméga. Donc, l'algèbre de Bernoulli veut dire que A est réalisé ou bien il n'est pas réalisé. Soit A, soit il est réalisé ou pas. Alors, l'algèbre de Bernoulli, c'est l'ensemble vide, le A bar et l'oméga. Donc, c'est le A, son complémentaire et l'ensemble vide, oméga. Donc, effectivement, l'algèbre de Bernoulli, c'est A, donc c'est une partie d'oméga. Donc, effectivement, pour construire le A, il faudrait prendre le A et son complémentaire. Et puis, on a dit, il faut que l'ensemble vide d'oméga appartenant à cet ensemble. Alors, si j'ai A et B, comment je vais construire une algèbre? Je vais prendre A et B, je vais prendre l'ensemble vide et oméga, et puis je prends toutes les intersections possibles de A et B, donc on a A inter B, A bar inter B, toutes les intersections possibles, d'accord? Et que ça donne l'algèbre de A. On va faire cet exercice, c'est un exemple en TD. Donc la semaine prochaine, il n'y aura que TD. Donc là, c'est pour ça que j'avance dans le cours pour pouvoir avancer en TD. Alors maintenant, l'algèbre complète sur oméga. Alors, le problème qui se pose, c'est que cette algèbre n'est pas suffisante pour déterminer l'ensemble des départs d'une probabilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut construire un ensemble plus large. Donc, par exemple, si j'ai besoin d'une expérience, par exemple, hein, j'ai besoin d'une expérience jusqu'à ouvrir une porte à code. Hein. Alors, la première expérience, donc, ça ne s'ouvre pas. La deuxième, ça ne s'ouvre pas. Donc, regardez, la petite A. A1, c'est la première expérience. A2, c'est la deuxième. A3, c'est la troisième. A4, c'est la troisième. Donc, on aura effectivement une infinité d'événements. Donc, une infinité d'événements peut-être je ne vais pas l'ouvrir, c'est un autre qui va continuer à essayer jusqu'à ouvrir la porte. Donc, effectivement, c'est une suite infinie. Et là, dans l'algèbre, ils disent il s'agit d'une suite finie. Regardez, on n'a pris que deux. Regardez. Donc, une suite finie, une réunion finie, regardez. Donc, c'est une réunion finie. Donc, on peut ne pas avoir une réunion finie, une réunion infinie. Et donc, comment appelle-t-on ce nouveau ensemble? Alors, ce nouveau ensemble, on l'appelle sigma algèbre. Et ce sigma algèbre, il va contenir tous les éléments, toutes les intersections infinies. Voilà. Donc, une sigma algèbre, effectivement, c'est une algèbre, mais on va essayer une extension de cette algèbre en sigma algèbre. Alors, une sigma algèbre d'événements, ou on appelle aussi tribu, donc des événements qui sont donc, est une algèbre A pour laquelle l'opération réunion est dénombrablement permise. Donc, on permet à avoir une suite infinie. Donc, alors que tout à l'heure, une algèbre, c'est une suite finie, réunion finie. Alors, pour la sigma algèbre, une réunion infinie. Donc, on peut avoir une réunion infinie. Donc, c'est plus une sigma algèbre. Alors, donc maintenant, donc on a construit donc le A, qui est quand je dis A ou bien sigma algèbre, donc là, en général, on dit A, soit A une sigma algèbre, hein, A une sigma algèbre, ou bien on dit A est une algèbre. Donc là, on va dire A est une sigma algèbre. Alors, quand on a l'ensemble fondamental avec la sigma algèbre qu'on vient de définir, alors cet espace est appelé espace probabilisable. Est appelé espace probabilisable. Pourquoi? Parce que quand je dis probabilisable, je veux dire que je pourrais définir une probabilité capable. Donc, able. Donc, capable de définir une probabilité. Donc là, avec cet ensemble, je pourrais
construire une probabilité. On remarque. Alors maintenant, les sigmas algèbres, comment ils sont définis quand il s'agit d'un ensemble R? Alors, je vais mettre des remarques. Alors, l'ensemble R, donc c'est une tribu, on appelle B de R, c'est la tribu borélienne. On appelle tribu borélienne. Alors, cette alors, je reviens. Alors, donc, R est muni de la tribu qu'on appelle B de R. Donc, ce n'est pas grand A. Hein. Ici, on a noté par grand A. D'ailleurs, on va noter par B de R. Elle est engendrée par, ce n'est plus les nombres, c'est des intervalles, donc c'est des intervalles, des singletons, des ouverts fermés, ouverts, des semi-ouverts, des semi, donc tous les intervalles possibles. Voilà. Des réunions dénombrables d'ouverts. Donc, ces éléments sont appelés les boréliens, ou bien on attribue des boréliens. Donc, à deux mots, on les appelle des boréliens. Un intervalle ADA, c'est un borélien, avec A qui appartient à fini. Donc, c'est des boréliens. Donc, ces éléments sont appelés. Donc, une tribu dans R, on appelle la tribu borélienne, c'est tous les intervalles, tous les intervalles semi-ouverts, etc. Alors, maintenant, on passe au chapitre 3, probabilité et espace probabilisé. Voilà. Donc, tout ça, pendant 1 heure, on a parlé que des ensembles, des événements. On a parlé des événements élémentaires, des événements composés, des événements possibles, des événements impossibles, l'intersection de deux événements, l'union de deux événements, et l'algèbre, surtout la sigma algèbre. Et surtout la sigma algèbre. Qu'on avait dit, donc je reviens, c'est quoi une sigma algèbre? Donc, elle a les propriétés suivantes. Hein? Donc, voilà. Donc, le oméga, il appartient à grand A. Si A appartenant à A, on a le A bar appartenant à A. Si A et B appartenant à A, l'union appartenant à A, l'intersection appartenant à B, tout ça pour, en fin de compte, pour définir la notion de probabilité. Donc, effectivement, donc, là, on a un ensemble qu'il appelle probabilisable, qu'on pourra le munir par une fonction qu'on appelle proba. Et donc, une probabilité est une application de la sigma algèbre. Attention. Hein. Donc là, quand je parle espace probabilisable, le A qui est là, c'est une sigma algèbre. Parce que la réunion infinie appartient. Alors, si j'appelle algèbre, ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'aura que des réunions finies. Alors, la sigma algèbre, c'est plutôt la meilleure pour définir la notion, la fonction de probabilité. Alors, donc, une probabilité, donc, la définition, c'est une définition.
Une probabilité est une application de l'ensemble grand A dans l'ensemble 0,1. Donc, elle est définie de la sigma algèbre vers 0,1. Donc, comme on dit en termes intuitifs, donc une proba, c'est une fréquence. Et une fréquence, ou bien c'est un pourcentage. Donc, il est compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, une proba, la notion de probabilité, la proba, c'est quelque chose de probable, qui n'est pas sûr, incertain, mais il est certain avec un certain pourcentage. Et donc, cette mesure, des fois, on l'appelle, c'est une mesure qui mesure le A. C'est un événement. Par exemple, si je prends A, je prends une expérience aléatoire, je lance un dé. Un dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si ça tombe sur un nombre pair, ça veut dire 2, 4, 6, donc c'est un événement. Et donc, A, c'est un événement. Donc, c'est pour mesurer cet événement, on utilise la proba. Et donc, la probabilité, c'est une fonction qui mesure le hasard. Voilà. Donc, la proba, effectivement, c'est une mesure. Une mesure, c'est une fonction. Mais comme là, c'est une fonction, mais elle est bien particulière. C'est une fonction positive. Et donc, il y a aussi, quand on dit la théorie de la mesure, donc je pense que vous avez un module qu'on appelle théorie de la mesure, mais la mesure, elle est dans R+. Hein. Alors que nous, regardez, la mesure, elle est restreinte. Donc, tout ce que vous faites en théorie de la mesure, c'est applicable en proba, mais à condition de la prendre dans l'ensemble 0,1. Voilà. Donc, c'est une mesure, mais elle est bien particulière. Elle mesure le hasard. Alors, donc, cette fonction, il faut qu'elle ait des propriétés. Premièrement, P d'oméga égale à 1. Donc, le oméga, l'ensemble fondamental est égal à 1. Donc, on appelle l'axiome de normalisation. L'axiome de normalisation, c'est-à-dire, quand je dis axiome de normalisation, je veux dire que si j'ai un oméga qui est 1, 2, 4, 5, 6, il faut que toutes les probabilités des événements à 1, 2, 3, 4, 5, la somme des nombres est égale à 1. C'est ça ce qu'on me dit, la normalisation, c'est-à-dire la somme des probabilités égale à 1. Donc c'est l'axiome de normalisation. Alors, la deuxième propriété dit la chose suivante. Si je prends n'importe deux événements quelconques dans la sigma algèbre, alors l'intersection est égale à l'ensemble vide. Est égale à l'ensemble vide. Donc, si je prends, donc la définition c'est la suivante. Si je prends n'importe quel élément dans un, tel que leur intersection est égale à l'ensemble vide, tel que l'intersection est égale à l'ensemble vide, alors la probabilité de la réunion, et pourquoi j'ai dit réunion? Donc j'ai le droit de définir la probabilité de la réunion. Pourquoi? Parce que A est une sigma algèbre. On avait dit pour la sigma algèbre, alors si A et B appartenant à A, alors l'union appartenant à A. Donc, la probabilité de l'union est bien définie parce que A union B appartenant à A. Sinon, je n'ai pas le droit. Donc ici, c'est pour ça qu'on a bien défini la sigma algèbre pour pouvoir l'appliquer à la définition d'une probabilité. Voilà. Donc, jusqu'à présent, on a deux notions. Il faut vérifier que P d'oméga égale 1, et quel que soit A et B tel que l'intersection est égale à l'ensemble vide, alors la probabilité de l'union, c'est la somme des probas. C'est l'axiome d'additivité, c'est-à-dire qu'on a la somme, c'est tout. Donc, attention là, il y a des gens qui mettent réunion. Il faut faire très attention. Donc, l'opération, vous avez donc, en tant qu'algébriste, vous êtes des algébristes, donc ne confondez pas l'union et le plus, parce que regardez, l'union,
c'est entre deux ensembles. P de A, c'est un élément qui appartient à 0A, c'est un nombre. P de B, c'est un nombre. La relation qu'il lie entre les deux nombres, c'est plus ou bien moins, etc. Donc c'est un plus, c'est pas l'union, attention. Donc l'action de la sigma additivité veut dire que si maintenant je prends l'intersection 2 à 2 disjointes, alors la probabilité de l'union, ça sera la somme. Donc il n'y aura plus des intersections. Il n'y a que les sommes. Donc c'est pour ça qu'on appelle action d'additivité. Donc il n'y a que l'addition. D'accord? Alors, dans ce cas, si maintenant cette fonction qui est définie 1, 2, 3, elle s'appelle espace probabilisé. Maintenant, on a muni l'ensemble probabilisable par une probabilité, donc il devient il devient espace probabilisé. Donc on appelle cet ensemble espace probabilisé. Voilà. Alors donc on va essayer de voir. Donc vous avez une fonction en général, vous avez une fonction. Quand on a une fonction, on aimerait bien calculer son domaine de définition, puis voir est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. De la même façon ici. Donc, on va voir est-ce que la fonction P est une fonction croissante. Effectivement, P est une fonction croissante. Veut dire que pour tout couple d'événements à P, tel que, alors, maintenant, ce n'est plus x inférieur ou égal à B, hein. Alors, inférieur, hein, donc c'est inclus. C'est A inclus dans B. Il faut montrer que P de A est inférieur à P de B. Voilà. Donc, on veut montrer que P de A est inférieur à P de B. Alors, on a l'hypothèse A inclus dans B et on veut montrer que P de A est inférieur à P de B, veut dire que la fonction P est croissante. La fonction P est croissante. Alors, d'après vous, comment on va s'y prendre? Comment on va essayer de calculer le P de A inférieur à P de B? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée? Non. Sur la démonstration. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Pour la démonstration. Est-ce que vous avez une idée? D'accord, on va, on va, on va essayer. Donc, là, comment on va montrer? Alors, on va montrer, on va essayer d'utiliser, parce que jusqu'à présent, on n'a que la définition d'une proba. On n'a que ça. On n'a que 1, 2, 3. On a 1, 2 et 3. C'est tout. Comme définition. On va essayer d'utiliser nos définitions. C'est ça en proba. En mathématiques, on commence par les définitions. Hein. Donc, on va commencer par les définitions et puis les appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va construire pour utiliser, parce que là, qu'est-ce qu'on va? Alors déjà, une petite idée ici. Il faut que j'ai dans la formule P de A et P de B, seul. Donc, pour avoir P de A et P de B, on va essayer incompatibles, c'est-à-dire leur intersection est égale à ensemble vide pour pouvoir, pour pouvoir écrire que on va construire deux événements qui sont disjoints, le A et le B-A. Donc, le A inter B-A sont disjoints. Alors, puisque c'est disjoint, alors leur union est égale
Donc, si maintenant A inter B moins A est égal à l'ensemble vide, alors je pourrais mettre, je pourrais mettre B moins A. D'accord. Alors, en vertu de l'axiome d'additivité, on a. Donc, je pourrais écrire B là plus parce que j'ai mis le fait A plus B moins A. Donc, c'est en fait quand c'est A union entre parenthèses B moins A. Donc, si je n'ai pas le schéma ici, il suffit de voir que le B est égal à A union B moins A. Donc, si maintenant j'enlève tous les éléments de B, regardez, tous les éléments, donc A union B moins A. Donc, c'est l'union de A, c'est A, plus B moins A. Donc, c'est comme si j'ajoute et je retranche A pour ne rien changer. Je retrouve le B. Alors, donc, on aura P de B égale P de A plus P de B moins A. Comme P de plus proba est positif, alors, donc P de B est